Bonjour Ron, et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le colonel Lawrence Wilkerson, ancien chef de cabinet du secrétaire d'État américain. C'est un plaisir de te revoir, mon ami. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de revenir dans l'émission. Je suis bien avec vous, et c'était un lapsus que j'accepte. Vous avez dit chef de cabinet de l'ancien secrétaire général de l'ONU. Ai-je dit ONU? Je pense que vous l'avez fait. Je prends ça. Le secrétaire d'État américain ne fonctionnerait pas à cet endroit. J'aime bien Kofi Annan. C'était le type qui nous a dit, enfin une autre histoire, un autre jour. Eh bien, je suis heureux que vous soyez venu discuter de l'évolution de cette guerre en Ukraine, qui semble entrer dans une phase très critique. Alors que nous assistons maintenant à ces efforts diplomatiques, il est important de bien définir une guerre si l'on veut la résoudre. Nous recevons des signaux contradictoires de Washington. En effet, Trump nous dit qu'il s'agit de la guerre de Biden. Et tout le monde savait que la Russie réagirait à l'incursion de l'OTAN en Ukraine, ce qui suggère qu'il s'agit d'une guerre par procuration plus large concernant l'architecture de sécurité européenne. Mais il dit aussi qu'il s'agit d'un conflit entre la Russie et l'Ukraine, et que les États-Unis jouent le rôle de médiateur pour essayer de les faire cesser les combats. Mais encore une fois, malgré ces contradictions, il est intéressant de noter qu'il reconnaît désormais que l'élargissement de l'OTAN doit être exclu pour parvenir à la paix. Cela met également en lumière, une fois de plus, que ce conflit n'oppose pas simplement les Russes et les Ukrainiens. Il s'agit plutôt d'une conséquence des tensions plus larges ou de l'effondrement de l'architecture de sécurité européenne, principalement la création d'une Europe où le plus grand pays du continent serait le seul à ne pas avoir de place à la table des négociations. Je me demandais donc si vous partagez ce point de vue et si cela fait partie d'un règlement politique pour l'Ukraine. Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de l'OTAN? C'est beaucoup à analyser, et la situation devient chaque jour plus difficile et complexe à gérer. Je commence à être extrêmement inquiet que nous ne soyons pas capables de la gérer, et qu'elle mûrisse en quelque chose de bien pire que ce qu'elle est actuellement. C'est déjà assez grave comme ça. Cela dit, il y a un vieil aphorisme sur le fait de mener deux guerres séparées, deux guerres différentes. Eh bien, l'une des choses que nous faisons en ce moment, c'est justement de mener deux guerres séparées. Et l'une des choses que le sommet de l'Alaska a apporté, je pense, probablement étant donné l'ignorance de Trump jusqu'à ce moment-là, et la capacité de Poutine, disons, à condenser une explication claire et ferme en un discours court, il a probablement eu droit à un échantillon de cela en Alaska. Et c'est ce qui l'a poussé immédiatement à dire ce qu'il n'avait pas dit auparavant. Le cessez-le-feu, c'est fini. Le cessez-le-feu, c'est fini. C'est comme arriver dans les derniers instants d'une guerre plutôt sanglante et coûteuse, tant en argent qu'en vies humaines, et un camp est totalement triomphant, tandis que l'autre est complètement vaincu. Et vous essayez d'expliquer pourquoi l'un veut un cessez-le-feu et l'autre non. C'est un peu absurde. Donc il a bien cela en tête, mais nous avons encore deux conflits différents dans l'esprit de beaucoup de personnes impliquées ici, en particulier les Européens, même si je ne sais pas s'il s'agit d'une conception intellectuelle ou politique. Je soupçonne un peu des deux. Et c'est que nous avons une guerre, d'un côté, qui représente une menace pour l'OTAN, une menace crédible. Ce sera l'Estonie, la Lituanie, la Pologne ensuite. Et de l'autre côté, nous avons une menace pour l'OTSC russe, ou la Russie elle-même, peu importe comment on l'appelle, la sphère d'influence russe, qui est tout à fait différente de cela. Et nous menons la guerre de chaque côté avec la conception que nous avons et non celle que l'autre camp possède. En Alaska,
Peut-être sommes-nous arrivés à une conception similaire du conflit. Je ne sais pas, car Trump est allé à la deuxième série de réunions avec les Européens et a défait beaucoup de ce qu'il avait apparemment décidé être la réalité de la situation en Alaska. Combien de tout cela a-t-il défait? Et combien de tout cela allons-nous devoir gérer, étant donné qu'il l'a défait? Je ne sais pas. Le New York Times avait un bon article. Je ne lis plus ce torchon parce que c'est un porte-voix de l'Empire américain, mais je suis tout de même tombé sur cet article sur mon téléphone dans la version en ligne. Le journaliste commençait en disant que des dirigeants européens quittaient des stations thermales et d'autres événements importants pour eux, et ainsi de suite, pour se précipiter aux États-Unis afin de voir Trump. La raison pour laquelle ils font cela, c'est probablement parce qu'ils ont compris que la dernière personne à lui parler est celle qu'il croit. Et il y a une part de vérité là-dedans. Comment peut-on gérer cela, dans le sens où nous venons de discuter de ces guerres, aussi complexes soient-elles, et espérer un jour les résoudre dans un délai raisonnable, d'une manière raisonnable? Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais tout simplement pas comment. On s'engage dans l'une des choses les plus difficiles que l'humanité s'inflige à elle-même, faire la guerre de temps en temps. Les États se font la guerre entre eux de temps à autre. Et comment peut-on trouver une solution pour mettre fin pacifiquement à ce conflit si, comme l'a dit Luttwak un jour, il n'y a pas une fin où un camp est totalement anéanti? Pensez à Hiroshima et Nagasaki. Et l'autre camp est totalement triomphant. Si vous n'avez pas cela, comment y mettre fin? Comment mettons fin à une guerre? Comment mettons fin aux guerres? Parfois, il vaut mieux laisser un camp aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ait écrasé l'autre camp, si complètement, que ce dernier n'a plus d'autre choix que d'arrêter, de se rendre de façon totalement abjecte. On ne peut pas faire cela ici parce qu'il y a tellement d'autres pays qui soutiennent le pays qui est en train d'être défait assez rapidement. Et puis, si l'on ajoute à cela le fait qu'il n'y a pas vraiment de bon leadership du côté européen, y compris à Bruxelles, avec Mark Rutte et toute l'équipe là-bas. Et il n'y a pas non plus de véritable bon leadership du côté américain. Et à l'inverse, il y a un leadership presque exemplaire de l'autre côté, avec Lavrov et Poutine, deux des dirigeants les plus expérimentés au monde. Et ils disposent probablement de la meilleure armée de campagne au monde, car elle a accompli ce qu'elle a accompli dans le temps imparti, avec les moyens dont elle disposait, en ayant remis à niveau sa base industrielle. Et je pense qu'elle se porte économiquement plutôt bien en ce moment. Je viens de consulter quelques statistiques à ce sujet. Et elle compte désormais la Chine et apparemment l'Inde comme alliés. Comment fait-on face à cela? Comment gère-t-on cette situation? Je reviens sans cesse à l'équation plus large. Nous sommes au cœur d'un colossal basculement de puissance. Chaque élément du pouvoir des États-nations, appelez-le comme vous voulez, éducation, information, renseignement, militaire, économie, finance, commerce, se déplace de façon spectaculaire de l'Occident vers l'Orient, la Chine en étant le pôle d'attraction. Et l'Occident essaye de gérer de façon incohérente le cœur du problème en ce moment, à savoir l'Ukraine par procuration, et il échoue. Et regardez ce que nous faisons en plus de cela, avec quoi Poutine doit composer, car il est l'autre versant de notre échec. Pendant que nous parlons peut-être enfin d'être raisonnables en Ukraine, je n'y crois pas une seconde, mais peut-être, nous continuons à nous occuper de la Géorgie, de l'Arménie et d'autres endroits, de l'Arctique, de la Baltique, et d'autres lieux où nous avons des généraux qui disent que nous pourrions débarquer à Kaliningrad à tout moment et la prendre. Ils racontent n'importe quoi, bien sûr, mais c'est ce que nous faisons. Je ne sais pas comment on peut s'y prendre pour démêler tout ça. I don't know how you wade into this and sort it out. I don't think you do sort it out completely.
Je ne pense pas que l'on puisse vraiment régler la situation tant qu'on n'a pas soit connu une guerre nucléaire, soit arrêté ce déplacement du pouvoir, soit trouvé un moyen de l'accommoder. C'est cette dernière option que je préférerais. Et on y fait face. Les gens parlent de gérer un monde multipolaire. Je pense qu'un monde multinomial serait une meilleure description, et je crois que c'est la seule solution. Mais nous sommes encore loin d'arriver à cette conclusion. Et en même temps, nous sommes en train de nous désagréger de l'intérieur. Hier, on a vu des citoyens de Washington en costume Brooks Brothers, conduisant des BMW, haranguer toute une bande de jeunes de 19 ou 20 ans qui venaient d'être embauchés par l'ICE et qui étaient si récemment recrutés qu'ils n'avaient même pas de cagoule. Ils étaient donc allés dans un grand magasin, avaient acheté des collants pour femmes et les avaient enroulés autour de leur tête. Voilà l'empire qui libère son capital. Eh bien, vous avez mentionné Edward Luttwak. Il a écrit un article intéressant dans les années 90. Le titre était, si je ne me trompe pas, « Donnons une chance à la guerre ». Et c'était essentiellement son argument. Souvent, nous arrêtons les guerres avant qu'elles ne se soient véritablement déroulées. Donc oui, les tueries cessent. Mais au lieu d'obtenir une fin permanente, une victoire décisive comme contre l'Allemagne nazie, les conflits persistent pendant des décennies, comme entre le Pakistan et l'Inde. Donc oui, le titre est bien sûr un peu controversé, mais il y a une logique derrière cela. Et en fait, j'ai moi-même réfléchi à cet article, parce que il semble que dans le contexte du cessez-le-feu, que les Européens poussent particulièrement avec insistance, Merkel a même essayé d'en parler après que Trump l'a rejeté. C'est assez important, car cela maintient aussi le conflit en vie si l'on n'a pas de règlement politique. Tant qu'il y a des tensions, l'OTAN a un rôle à jouer. Il y a alors aussi une base pour l'unité transatlantique. C'est une façon de maintenir les Américains en Europe à un moment où ils semblent assez désireux de se tourner vers l'Asie. Et oui, les Ukrainiens pourraient contenir les Russes dans une certaine mesure. Ils pourraient épuiser les ressources russes au fil du temps en y consacrant beaucoup d'attention. S'il y a un futur conflit dans l'une des régions que tu as mentionnées, la Géorgie, la Moldavie, nous aurions toujours la possibilité d'activer la crise ukrainienne pour exercer plus de pression sur la Russie, tout comme nous avons essayé d'activer la crise géorgienne pendant cette guerre afin d'accentuer la pression sur les Russes. Donc, cela me paraît assez logique que, maintenant que les Russes envisagent la victoire et qu'il n'y a vraiment rien que nous puissions faire, ce soit le moment où ils sont censés accepter un cessez-le-feu, capituler effectivement sur leurs objectifs, sur ce qu'ils avaient prévu de faire, les objectifs politiques qu'ils s'étaient fixés, juste pour tout abandonner en faveur d'un cessez-le-feu. Cela semble un peu irréaliste, mais je suppose que, de ce point de vue, c'est positif de voir que Trump en est arrivé à cette conclusion. Et au milieu de tout cela, il y a 3 entités dont je viens d'avoir une longue discussion à propos de l'une d'elles, au Venezuela, de tous les endroits que je pense être hors de contrôle. Et je vais les nommer: Assad, la CIA et le MI6. Je pense qu'il se passe des choses en ce moment, et Trump les découvre et saute souvent dans le train en marche, au lieu de dire « Quoi? Arrêtez ça tout de suite, ça n'a aucun sens ». Non seulement nous n'avons pas les ressources pour ça, mais je n'ai pas la capacité d'attention pour m'en occuper en ce moment. Ce que nous avons fait, c'est envoyer ces 3 agences de renseignement sur le terrain avec un tout nouveau mode d'emploi. J'ai vu ce mode d'emploi se développer après le 11 septembre. Je l'ai vu mis en pratique en 2003 et 2004 dans plusieurs endroits du monde. Et puis, j'ai un peu décroché du gouvernement et j'ai perdu le fil. Mais depuis 1 an environ, j'essaie de m'y remettre. Ce que nous avons fait, c'est d'avoir instrumentalisé la démocratie libérale
et de l'avoir utilisé comme une arme. Presque de la même manière que nous avons instrumentalisé le christianisme lorsque nous sommes arrivés dans le soi-disant Nouveau Monde. Et nous n'étions pas là pour les prêtres qui nous accompagnaient, mais plutôt pour piller l'or, l'argent, les émeraudes, les diamants, et ainsi de suite, et les renvoyer en Espagne, en France et en Grande-Bretagne. Nous avons fait la même chose avec la démocratie libérale. Nous l'avons transformée en arme. Nous avons envoyé l'USAID et toutes ces ONG, ces quasi-organismes gouvernementaux et d'autres en Europe. Et nous avons commencé à fomenter, en utilisant comme toile de fond les agences de renseignement pour le faire. Ce genre de choses dont nous parlons en ce moment. C'est-à-dire, nous sommes partout. Nous sommes présents de l'Arctique jusqu'au sud-ouest de l'Asie avec ses composantes qui attisent les tensions et rendent les choses délicates pour l'Empire, si l'on veut, mais censées rendre les choses délicates pour les ennemis de l'Empire. Et je compare cela à si vous connaissez le livre du milieu de John le Carré, il s'appelle Le Tailleur de Panama. Il y a une scène où l'homme du MI6 recrute l'agent de renseignement qui finira par aller à Panama et qui constitue en fait le cœur du livre. Et tu sais, Ray, il commence le livre. Vous ne rencontrez même pas ce type avant le milieu du livre, en ce qui concerne son recrutement. Il vient d'être embauché, il débarque tout juste de la rue, il sort à peine du programme de formation du MI6. Et le gars qu'il briefe est en quelque sorte l'opposé de Smiley, l'opposé de George Smiley. Il incarne l'intelligence britannique pure. Donc il lui parle, et finalement le type demande « Où est-ce que je vais d'abord? Où est-ce que je vais d'abord ?» Il est impatient d'aller sur le terrain. Et l'autre lui répond « Tu vas au Panama ?» Il dit « Panama? Je sais que je parle espagnol, mais Panama? Je vais au Panama? Qu'est-ce que je vais faire au Panama ?» Sans se laisser démonter, celui qui lui annonce sa nouvelle mission dit « Les Américains ont tout fichu en l'air. » Ils ont vraiment tout gâché. Ils ont rendu le canal. Ils ont rendu le canal. Et c'était une décision stratégique, terrible, vraiment terrible. Et nous, les brillants Britanniques, devons inverser cela. Donc vous retournez au Panama pour créer une situation dans laquelle les Américains seront forcés de revenir. Et c'est ça le livre. Absurde? Non, c'est exactement ce que ces gens font. Et ils sont devenus très efficaces et performants dans ce domaine, surtout au cours de la dernière décennie. Et ils ont été renforcés par tout, de l'IA aux outils inventés à des fins de propagande, que Bibi Netanyahu, par exemple, utilise actuellement au maximum. Vous embrouillez tout. Tu n'écoutes pas une personne, tu écoutes un bot, mais tu ne sais pas que tu écoutes un bot. Et le bot te dit qu'Israël a raison et qu'il nourrit les gens. Ils ne nourrissent pas les gens. Ils leur tirent dessus au point de distribution. Non, c'est le bot qui me dit ça. C'est le bot qui me dit ça. Le bot, c'est Bibi Netanyahu. Tout cela se passe en temps réel, et cela se fait au service de ces différents États qui essayent d'atteindre leurs objectifs, qu'ils soient sécuritaires, stratégiques ou autres. Franchement, je pense que ça a complètement dégénéré. Ça a dégénéré. Je pense que beaucoup de choses qui se passent en ce moment, le long de cet arc de crise que nous avons créé, de l'Arctique au Golfe Persique, dans le but de freiner ce transfert de pouvoir, sont hors de contrôle. Nous ne savons même pas. Trump ne sait même pas. Tulsi Gabbard ne sait pas. Personne ne sait, au sommet du gouvernement des États-Unis, ce qui se passe d'un jour à l'autre. Et il se passe des choses, comme ce qui se passe avec ce type au Panama. Je vais créer une situation au Panama qui sera tellement grave que les États-Unis devront réintervenir militairement et reprendre le contrôle du canal. Je simplifie à l'extrême, mais c'est de ça que parle le livre. C'est ce que ces gens font. Et voici une autre chose que j'ai apprise. La raison pour laquelle la CIA adore faire cela, et je suis sûr que cela s'applique aussi aux deux autres entités,
mais je ne les connais pas personnellement. Donc je sais que cela s'applique à la CIA. C'est qu'ils échappent à la surveillance qui leur a causé des ennuis avec la commission Church et la commission Pike. Souvenez-vous, dans les années 70, quand leurs joyaux de famille ont vraiment été exposés au grand public et qu'ils se sont fait sérieusement malmener par le Congrès, ils ne veulent plus jamais que cela se reproduise. Alors ce qu'ils ont fait, c'est s'allier avec les forces d'opération spéciales de l'armée, qui sont leurs agents d'action directe. Ce sont eux qui mènent l'action directe. La CIA n'a alors rien à dire à ces comités de surveillance parce qu'elle ne mène pas l'action directe. C'est l'armée qui le fait pour elle. C'est ce qui se passe en ce moment au Venezuela, c'est ce qui se passe en ce moment en Colombie, c'est ce qui se passe en ce moment au Honduras, c'est ce qui se passe dans de nombreux pays d'Amérique latine. C'est ce que Trump a rendu public. Je suis sûr qu'il ne le voulait pas. Il est juste tombé dessus par hasard. Mais il l'a rendu public en disant « Nous allons nous attaquer à ces cartels de la drogue avec l'armée. » Je suis désolé, Monsieur le Président. Cela fait longtemps que nous poursuivons ces cartels de la drogue avec l'armée. Peut-être depuis 6 à 8 ans. Ils sont là-bas. Ils se battent au Mexique. Ils se battent en Colombie. Ils se battent partout ailleurs. Il y a, vous savez, des gens à combattre en ce qui concerne la drogue. Vous ne le saviez pas. Vous n'avez rien annoncé de nouveau. Peut-être que c'est nouveau pour Maduro. Peut-être que c'est nouveau pour le président du Mexique. J'en doute très sérieusement. Je sais que c'est pas nouveau pour le président du Honduras. Il y a déjà eu des plaintes là-bas. Voilà donc ce que nous faisons, et c'est hors de contrôle à mon avis. Je ne sais pas à quel point ce conflit est complexe, et les conflits périphériques sont compliqués par le fait que Trump ne sait même pas ce que fait ce triumvirat d'entités de renseignement en son nom. Au nom de Starmer, au nom de Bibi, j'en suis sûr, s'en fiche complètement. Pour lui, c'est une question d'argent. Si le Mossad est impliqué, c'est pour l'argent, les contacts et le renseignement. Mais ils sont désormais en roue libre et ils font toutes sortes de choses qui ne servent pas les intérêts des personnes pour lesquelles ils travaillent et de qui ils reçoivent leur salaire. Vous dites que la situation échappe à tout contrôle et que Trump n'est pas forcément aux commandes. Eh bien, il y a une étude de cas intéressante en ce moment. Le général américain Donahue, qui est sorti publiquement pour soutenir que le président devrait envisager d'envahir Kaliningrad, c'est-à-dire le territoire russe. Étant donné qu'il est séparé du reste de la Fédération de Russie, c'est un territoire plus petit, et selon lui, il pourrait être pris assez facilement. Je ne suis pas certain d'être d'accord avec cela, mais il est intéressant de constater qu'après toutes ces théories du complot farfelues, selon lesquelles, vous savez, les Russes pourraient envahir les États baltes, prendre la Pologne, qui sait, ils pourraient finir à Paris, il y a sans cesse ce genre d'accusations. Et maintenant, vous avez un général américain qui dit non seulement qu'il serait judicieux d'envahir Kaliningrad, mais qui profère également ces menaces. Il affirme qu'il existe des plans pour cela, qu'ils s'y sont entraînés. Or, ce territoire ne fait pas partie de la zone de conflit de la guerre en Ukraine. Il en est totalement distinct. C'est le foyer de plus d'1 million de Russes qui vivent dans l'oblast de Kaliningrad. Donc maintenant, vous avez un général américain qui menace d'envahir la Russie et de placer ensuite 1 million de Russes sous occupation de l'armée américaine. Et ce serait très facile car, selon lui, une fois cela fait, les Russes se contenteraient de regarder et d'accepter qu'1 million de leurs citoyens soient sous occupation américaine et de l'OTAN. Je veux dire, c'est juste. Et pourtant, il s'agit d'un général américain. On est en droit de se demander comment cela peut arriver, alors que Trump affirme chercher une solution diplomatique.
Il faut quand même un certain niveau de confiance. Il veut changer fondamentalement la relation entre les États-Unis et la Russie. Et ensuite, on menace d'envahir la Russie. Franchement, c'est complètement absurde. Il n'y a que deux scénarios possibles ici. Soit Trump est totalement d'accord, soit il n'a plus le contrôle du navire. Peut-être que certains font cela pour attiser les tensions, pour saper les efforts diplomatiques, ou alors Trump ne sait tout simplement pas comment faire de la diplomatie. C'est très étrange. Je ne sais pas trop quoi penser des messages du général Donahue. Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement fou, mais chaque jour, il y a une nouvelle folie, donc ça n'a pas vraiment fait grand bruit. Mais cela devrait tous nous glacer le sang. C'est en somme un discours de fin du monde. C'est révélateur que Chuck Hagel, le sénateur Chuck Hagel, qui deviendra plus tard l'un des secrétaires à la défense d'Obama, a dit à Colin Powell en 1993. Il l'a appelé au téléphone et lui a dit « Général ». Ils étaient plutôt bons amis. Powell était alors président des chefs d'état-major interarmés. « Général, je regarde une liste de généraux 3 et 4 étoiles. Elle est sur mon bureau. Je la consulte plus ou moins pro forma, en tant que membre de la commission des forces armées du Sénat, de temps en temps. Vous le savez, général. Mais je suis vraiment préoccupé. » Et Powell lui a demandé « Qu'est-ce qui vous préoccupe, sénateur ?» Et il a dit « Parce qu'il n'y a pas un seul nom, pas un seul, sur cette liste. » Et Hagel, qui suivait de près les affaires militaires, a ajouté « Il n'y a pas un seul nom sur cette liste que je nommerais chef d'état-major d'une armée, commandant d'un commandement unifié, et encore moins vice-président ou président des chefs d'état-major interarmés. » Qu'est-ce qui s'est passé, Colin? Par la suite, ils ont déjeuné ensemble et en ont discuté. Powell lui a dit « Nous n'avons plus de système qui permette à quelqu'un de compétent d'accéder au grade d'officier général dans aucun des services. » Et il a eu une discussion à ce sujet avec le sénateur. Hagel est ensuite devenu secrétaire à la Défense, l'un des secrétaires à la Défense d'Obama. Et à la fin de tout cela, il me disait « Je n'ai pas trouvé qu'il y avait quoi que ce soit que je puisse faire à ce sujet. Nous avons détruit notre système dans l'armée en ce qui concerne la promotion de la compétence. Ce que nous promouvons, ce sont des personnes qui sont soit des sycophantes, et dans la plupart des cas, c'est le cas, soit, alternativement, des personnes qui attendent simplement leur tour pour partir travailler chez Lockheed ou Raytheon et toucher des salaires à 6, 7 ou 8 chiffres pour très peu de travail. Donc nous n'avons pas regardé l'Afghanistan. Regardez toutes les guerres après la première guerre du Golfe, la dernière guerre qui a été menée de manière plutôt rationnelle. Et il se trouve que Powell était président du comité, H.W. Bush, président des États-Unis, Cheney, secrétaire à la Défense, Baker, secrétaire d'État, Scowcroft, la dernière véritable équipe de décision qui savait prendre des décisions dans un contexte impérial. Ils prenaient de bonnes décisions. On pouvait être en désaccord avec la politique, mais ils prenaient de bonnes décisions. C'est fini. C'est fini. Et avec cela ont disparu les commandants militaires qui savaient mener une guerre. Il n'en reste plus. Donc, tout cela pour dire que soit Donahue était un parfait imbécile, soit il a reçu l'ordre de faire cela. Et alors on se demande, qui lui a donné cet ordre? Hegseth? Eh bien, on sait déjà que Hegseth frôle la stupidité. C'est un mauvais gestionnaire, un type détestable. On m'a dit qu'il partirait dans un mois, ce qui rend ma prémonition ou ma prédiction parfaitement exacte, car j'avais dit qu'il ne tiendrait pas 6 mois. Et l'autre question concerne le général 4 étoiles à Stuttgart ou Heidelberg, ou peu importe où ils vivent maintenant. Il bouge tellement que je n'arrive pas à suivre qui est son supérieur. Pourquoi n'a-t-il rien dit à ce sujet? Pourquoi n'a-t-il pas attrapé Donahue par la peau du cou? Ne l'a-t-il pas traîné jusqu'au quartier général et ne lui a-t-il pas dit de fermer sa fichue bouche? Rien de tout cela ne s'est produit.
Je n'ai rien vu. Je n'ai vu aucun blâme ou quoi que ce soit de ce genre. Mais tu as parfaitement bien résumé la situation. Premièrement, nous ne pouvions pas faire ce qu'il disait. On se serait fait massacrer. Deuxièmement, on se serait fait massacrer. Les Russes n'auraient jamais accepté ça. Et troisièmement, on aurait déclenché la Troisième Guerre mondiale. Et cela implique l'utilisation d'armes nucléaires, ce qui me fait très peur. Donc ce général aurait dû être giflé, rétrogradé au grade de général 2 étoiles, puis prendre sa retraite comme général 1 étoile. À ma connaissance, rien ne s'est passé du tout. Donc, tu as tout à fait raison, nous sommes hors de contrôle. Nous sommes totalement hors de contrôle. C'est comme si le camp russe ou chinois disait « Ce serait assez facile d'envahir Hawaï si on le prenait par surprise. » Et une fois que ce serait fait, eh bien j'imagine que l'histoire s'arrêterait là. Oh, et va donc te tenir à Pearl Harbor pendant que tu le dis. Oui, il faut vraiment apprécier la stupidité de la chose. C'est quand même remarquable que ce soit ces personnes qui dirigent aujourd'hui nos armées. Un autre détail à ajouter ici. Il était en gros le général responsable de l'évacuation d'Afghanistan. Et quand je parle à mes lieutenants-colonels, commandants et autres amis, je comprends qu'ils n'ont pas une très haute opinion de lui. N'aurait-il pas dû y avoir une certaine responsabilité, pourtant, lorsqu'ils ont mal géré la question de l'Afghanistan? C'était une humiliation après 20 ans de combat. Bien sûr, 2 officiers généraux que je connais depuis longtemps, ils ont à peu près mon âge, dans les 80 ans, nous en avons parlé l'autre jour, et nous avons dit, « Tu sais que nous avons échoué depuis la première guerre du Golfe? Nous avons échoué dans chaque entreprise militaire que nous avons entreprise, et pas un seul général n'a été tenu pour responsable. » Et j'ai levé la main et j'ai dit, « Au contraire, il y en a eu un, il est sorti, first so memswer, tanu that now CL. Il a menti sur la mort de Pat Tillman en Afghanistan. Mais il y avait un gars qu'Obama, parce qu'il est devenu un peu récalcitrant et a fait quelque chose auquel le président s'était opposé, et l'a fait quand même, a été sommairement relevé de ses fonctions. Vous savez qui c'était? C'était le général 3 étoiles en Afghanistan qui a géré la mort de Pat Tillman, de telle manière qu'il lui a décerné une Silver Star alors qu'il savait pertinemment qu'il avait été tué par des tirs amis, et il essayait de le dissimuler. Il lui a donc donné une haute distinction pour bravoure, McChrystal. Ensuite, il est allé enseigner l'éthique à Yale, et il continue de parcourir le pays pour donner des leçons et tout. Mais il a tout de même été tenu responsable d'une certaine manière. Pas beaucoup, mais un peu. C'est préoccupant cependant qu'il n'y ait pas une dégradation plus maîtrisée, qu'il y ait ce sentiment que personne n'est aux commandes. C'est presque plus inquiétant que s'il y avait un complot malveillant ou une tromperie. Exactement. Ça me rappelle un peu quand j'étais au Naval War College. La première étude de cas que nous avons abordée portait sur la Ligue du Péloponnèse et l'Empire athénien. Et bien sûr, beaucoup d'autres éléments entraient en jeu aussi. Mais nous avons examiné de près Syracuse et ce qui a commencé à provoquer la chute de cet empire. Et certains des généraux, oh là là, c'étaient des gens vraiment odieux, pas en termes de compétences militaires ou de capacité au combat, mais en tant que comploteurs, traîtres et, vous savez, criminels. Sur ce sujet de la tromperie, j'ai l'impression que Trump doit tromper quelqu'un, car d'abord, il a rencontré Poutine en Alaska et il semblait être d'accord sur presque tout. Je crois qu'il y avait un point sur lequel ils n'ont pas pu s'entendre. Mais sinon, ils semblaient être sur la même longueur d'onde. Ensuite, Trump a rencontré les Européens. Là aussi, il semblait parvenir à pas un accord total.
Mais ensuite, on voit dans les médias que Trump a mentionné que Poutine serait d'accord pour que l'on mette des troupes européennes en Ukraine après la guerre et que l'Amérique pourrait apporter une puissance aérienne. Encore une fois, je ne sais pas ce qui est vrai. C'est ce qu'écrivent le Wall Street Journal et d'autres journaux, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais on a l'impression qu'il a dit à chaque camp ce qu'il voulait entendre. On organise une belle réunion diplomatique. Ils se serrent la main. Ils ont l'impression de faire avancer le processus. Mais l'étape suivante consiste maintenant à suggérer que Poutine rencontre Zelensky. Et cela devient un peu plus compliqué s'ils arrivent avec des attentes très, très différentes. Donc je n'arrive pas à me décider. Est-ce qu'il trompe Washington? Les Européens et Zelensky, parce qu'il fait face à beaucoup d'opposition à ce qu'il essaye de réaliser, et qu'il essaye donc de les rapprocher de la position russe, au moins à mi-chemin. Ou est-ce qu'il trompe les Russes? Un peu des deux, je pense. Et il se ment aussi à lui-même. C'est une tactique favorite de Trump. Et quand il se ment à lui-même, il rebondit, revient et invente un autre mensonge ou une autre histoire. Je suis vraiment impatient de voir si quelqu'un va faire quelque chose de sérieux à propos de cette affaire Epstein. Parce que je pense qu'au final, cela pourrait être le point de rupture. Cela pourrait être ce qui fera s'effondrer le Parti républicain, le mouvement MAGA et tout ce qui va avec. C'est quelque chose de très sérieux, à mon avis, si jamais cela venait vraiment à être révélé. Mais quand je regarde l'enquête sur Kennedy et d'autres affaires, je n'ai pas de grandes attentes quant à ce que cela soit vraiment dévoilé. Parce que les deux parties sont impliquées. Les deux parties sont impliquées. Donc, je pense que ce que nous allons voir, et vous venez d'en suggérer certains éléments comme preuve, c'est que Poutine et Lavrov ont déjà déclaré, à propos de ce que vous venez de dire, soi-disant convenu, que ce n'était pas le cas. Donc, vous savez, je crois, les avoir entendus dire, à propos d'une rencontre avec Zelensky, qui a dit que je ferais ça? Il faut donc voir si tout cela se concrétise réellement. Et si ce n'est pas le cas, qui en portera la responsabilité et qui essaiera de revenir en arrière ou autre. Je ne pense pas qu'il y ait de doute concernant la question du cessez-le-feu. Ce sera peut-être le seul résultat concret qui sortira vraiment de toutes ces discussions. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Il y aura un mouvement rapide, quoi que cela signifie, vers une sorte d'accord de paix. La manière dont nous garantirons cet accord de paix, au final, dépendra, je pense, davantage de la Russie que de l'Europe ou des États-Unis. Et la Russie restera probablement ferme sur ses positions et, si nécessaire, continuera sur le champ de bataille pour s'assurer que ses armes fassent autant de bruit qu'il le faut. Et cela signifie, à mon avis, que oui, je peux accepter des garanties de sécurité, et je pourrais même accepter quelque chose qui ressemble un peu à une garantie de sécurité de l'OTAN, mais il ne faudra surtout pas que cela se trouve sur le sol ukrainien. Il ne devrait absolument pas y avoir le moindre aspect de cela sur le sol ukrainien. Et soit dit en passant, je ne pense pas non plus que cela devrait se trouver en Pologne, en Roumanie ou dans aucun des pays frontaliers de l'Ukraine. Si j'étais les États-Unis, je prendrais cela très au sérieux et je retirerais immédiatement les troupes présentes en Pologne, par exemple. Je retirerais tout le dispositif militaire américain présent sur le terrain en Europe de ce territoire. Au minimum, je le déplacerais vers des pays qui sont des membres traditionnels de l'OTAN. Je ne le laisserai pas dans les nouveaux pays, donc plus près de la Russie. On pourrait prendre ce genre de mesures pour instaurer la confiance. Je ne sais même pas si Trump sait ce qu'est une mesure de confiance. Je ne sais même pas s'il a déjà entendu ce terme. On pourrait faire des choses comme ça.
Et on pourrait s'assurer que certains de ces petits points annexes qui ont été acceptés ou non selon le point de vue et la personne à qui vous parlez soient effectivement acceptés. Peut-être pas dans le sens gigantesque dont il parle actuellement, vous savez, des forces de l'OTAN en Ukraine, des avions allemands en Ukraine. Ça ne passera pas. Ça ne marchera pas. Donc on peut nuancer ces choses-là. Et on peut faire ces petits échanges territoriaux, des échanges de terres, comme ils les appellent. On peut peut-être aussi les faire fonctionner, mais il ne s'agirait pas de parcelles de terre significatives pour l'un ou l'autre camp. Et on peut faire fonctionner les garanties de sécurité. Vous pourriez, par exemple, faire fonctionner une zone tampon si vous aviez des troupes patrouillant dans cette zone tampon qui ne sont pas de l'OTAN, qui ne sont même pas européennes, qui viendraient de l'extérieur, de loin, disons indiennes ou pakistanaises ou autres. Nous avions des Indiens et des Pakistanais lors de l'opération en Somalie. Ils ont très bien réussi. Les Turcs aussi. Souvent, les militaires ne sont pas aussi stupides que leurs dirigeants politiques. Donc, vous pourriez mettre en place un dispositif qui pourrait maintenir la paix, pour ainsi dire, mais qui ne serait pas perçu par Poutine comme une menace. Et il faut le faire. Il faut le faire. On ne peut pas parler d'article 5, d'OTAN ou de choses de ce genre à l'intérieur de l'Ukraine. Cela ne passera pas. Mais comme je l'ai dit, il existe des moyens d'arrondir les angles et d'obtenir des solutions acceptables. Et ensuite, il faudra surveiller les Ukrainiens comme le lait sur le feu, car ce ne seront pas les Russes qui violeront l'accord de paix. Ce seront les Ukrainiens. Et ils s'attendront à ce que les États-Unis, tout comme Netanyahou, s'attend à ce que Trump soit à ses côtés lorsqu'il attaquera l'Iran en septembre ou en octobre. C'est ce qu'il espère. Il va sauver Israël en attaquant l'Iran, et les États-Unis viendront l'aider à en finir et tout le reste. Eh bien, c'est la même chose ici. Ils pensent, les gens comme Zelensky, ils pensent que les États-Unis ou l'OTAN ou les deux interviendront si la situation devient vraiment critique ou quoi que ce soit, et ils feront en sorte qu'elle le devienne. Et ils utiliseront leurs services de renseignement pour que ce soit critique. Voici une anecdote pour vous. Savez-vous qui était la principale source de renseignement de Donahue à propos de Kaliningrad et de l'opération qu'il allait y mener? Les Ukrainiens. C'est dingue. On ne peut pas inventer des choses pareilles. C'est du théâtre, mais on ne peut pas l'inventer. Même dans une pièce de théâtre, on n'irait jamais aussi loin dans l'absurde. Eh bien, mais les revirements avec Trump sont vraiment remarquables. Je veux dire, quand Trump a déclaré que Poutine devait accepter un cessez-le-feu, je me souviens qu'à cette époque, tous les dirigeants européens ont tweeté exactement le même message. La balle est dans le camp de Poutine. Et c'était formidable, parce que c'était une exigence adressée à la Russie concernant un cessez-le-feu, ce qui signifie plus ou moins une capitulation, car ils allaient devoir s'arrêter sans avoir atteint aucun de leurs objectifs. Et puis il y a eu Trump, qui est arrivé avec toute cette idée. Il disait qu'il allait détruire la Russie avec ses sanctions puissantes, qu'ils allaient l'écraser. Il est venu avec toutes ces menaces. Et ensuite, il est allé rencontrer Poutine. Et tous les Européens étaient enthousiastes. S'il n'accepte pas le cessez-le-feu, Trump va faire vivre l'enfer aux Russes. Et puis il revient en disant, oui, finalement, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Ça ne fonctionne pas. Je trouve les Européens très irrationnels et aussi qu'ils se font beaucoup de mal à eux-mêmes. Mais je peux comprendre la confusion, car il est parfois un peu incohérent, on dirait. Mais vous savez, c'est là où je veux en venir. Je voudrais vous demander, que pensez-vous de la cohésion européenne? Sont-ils aussi unis qu'ils voudraient le faire croire? Parce que, je ne sais pas si c'est juste un langage corporel étrange, mais j'ai vu Mélanie lever les yeux au ciel plusieurs fois pendant ces réunions.
De plus, la Pologne était absente. Je trouvais cela, oui. Pourquoi inviter les Finlandais, mais pas la Pologne? Ne pas faire venir les Polonais. Oui, j'ai trouvé cela très étrange. J'entends de sources très fiables en Pologne et de Polonais aux États-Unis que Tusk est un dirigeant différent et qui doit faire très attention à la rapidité avec laquelle il avance. Il doit être très prudent quant aux personnes qu'il se met à dos dès le départ, car la structure actuelle du gouvernement à Varsovie est tout à fait conforme à ce que vous venez de dire. Très dur vis-à-vis de Moscou. Mais cet homme a de la jugeote. Il s'en sert, et il va avancer lentement et prudemment. Mais il a une vision différente des choses concernant Moscou. Il veut un modus vivendi, et par conséquent, ils ne sont pas venus. Il a remporté une petite victoire immédiatement. Ils ne sont pas venus. Je pense que c'est une excellente chose, parce que ces pays qui sont limitrophes de l'Ukraine sont tout aussi importants que n'importe qui d'autre pour résoudre cette situation et s'assurer que ça fonctionne. Parce qu'il est hors de question de vouloir un État résiduel. Ce ne sera pas un État résiduel, ce sera toujours un État ukrainien assez conséquent, avec une capitale à Kiev ou ailleurs. Et tout un groupe de personnes derrière lui qui convoitent ce qu'il possède dans son État affaibli. Ou peut-être même, vous savez, qui voudraient faire encore plus concernant le statut de l'Ukraine depuis l'Est que ce qui était fait depuis l'Ouest. Vous ne voulez pas que cela arrive. Et c'est, je pense, la réponse à votre question sur l'avenir de l'Europe. Et c'est un triste constat que je fais. L'OTAN est fini, à mon avis. Il ne reste plus qu'à l'enterrer. Ses dirigeants seront partis d'ici 12 à 18, 24 mois. Friedrich Merz, je pense, sera peut-être le tout premier à partir une fois que les Allemands auront compris comment gérer cette structure démocratique incroyablement stupide qu'ils ont pour organiser les élections. Macron est un homme mort en sursis. Starmer est un homme mort en sursis. Je pense que Mark Rutte a vendu son âme à l'OTAN. Et quand l'OTAN disparaîtra, son âme partira avec. Je pense que tout cela aura un aspect très différent dans 18 à 24 mois, et l'OTAN n'en sera plus un élément central. J'espère simplement que le lien transatlantique ne disparaîtra pas avec. Nous n'avons pas besoin de rompre nos relations avec l'Europe. Nous devons essentiellement rentrer chez nous. Nous allons probablement nous battre pour garder Ramstein aussi longtemps que possible et pour qu'elle reste entièrement dotée de troupes, de la CIA, du Mossad et du MI6. C'est leur principal quartier général opérationnel. C'est là que nous avons mené toutes les opérations en 2003, 2004 et par la suite contre l'Ukraine. Même des généraux 3 étoiles s'y rendaient pour traiter avec le bataillon Azov, par exemple. Très tôt dans ce conflit, nous préparions le terrain, pour ainsi dire. Tout cela doit cesser. Tout doit cesser, et l'Europe doit grandir. Elle a deux choix concernant sa maturation. Elle peut revenir à son passé, se chamailler, se débattre et se battre avec elle-même dans tous les sens, ne pas être très puissante et être soumise à la convoitise des autres, peut-être même celle de Moscou. Ou bien, elle peut grandir et créer une identité sécuritaire européenne, son propre appareil de sécurité et s'unir. Pas de la manière dont l'UNRWA s'est unie. Je pense qu'il faut se débarrasser de l'UNRWA, ou la révolutionner complètement. C'est une institution autocratique et non démocratique. Elle doit être différente. Si elle doit devenir un système fédéral, alors il faut que ce soit un vrai système fédéral. Mais cela nécessite de nombreux changements et un engagement fort de la part de villes comme Paris, Berlin, Londres et d'autres. Et de toute façon, Londres a déjà voté pour sortir. Je pense que l'avenir de l'Europe est très compliqué, vraiment très compliqué, à moins qu'il ne se ressaisisse de manière significative et ne se détache essentiellement de cette relation totalement hégémonique avec l'Amérique.
Et je croyais que Trump voulait faire cela. Je pensais que c'était vraiment le but de son mouvement America First MAGA. Et il m'a montré aucune crédibilité à ce sujet. Et c'est préoccupant, car nous devons rentrer d'Europe. Nous devons sortir de l'Europe. C'est une condition préalable pour faire face à ce changement de pouvoir et y faire face de manière saine et réfléchie. Il ne s'agit pas de le combattre, ni de le combattre en première ligne, pour ainsi dire, par le biais de mandataires. Il s'agit de rentrer chez nous et de réfléchir à la manière d'ajuster notre structure de pouvoir à cette nouvelle structure, de nous accommoder les uns des autres, puis de travailler ensemble sur la crise climatique et le problème des armes nucléaires. Ces deux problèmes finiront par nous rattraper. Ils nous tueront, tous les deux, si nous n'agissons pas ensemble. Et en ce moment, Trump défait la plupart de ses avancées sur le plan intérieur. J'espère qu'ils ont parlé du traité New START en Alaska. J'espère bien qu'ils l'ont fait. J'espère que cela a dominé leur conversation, parce que l'Ukraine n'est qu'une note de bas de page comparée à ce que cela signifie en termes de sécurité mondiale et aussi de sécurité nationale. Je veux dire, les deux vont de pair quand on parle d'armes nucléaires. Si nous ne maîtrisons pas ces armes nucléaires avant qu'elles ne deviennent totalement incontrôlables et qu'une nouvelle course aux armements vraiment féroce ne commence, nous allons nous détruire nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. Nous allons nous détruire nous-mêmes. Et la seule façon d'éviter cela, c'est de discuter et de négocier. On n'y arrive pas avec des sanctions. On n'y arrive pas avec la force militaire. On y arrive en discutant et en négociant. C'est censé être le point fort de Trump. Vous avez évoqué cette relation difficile entre les Européens et les Américains, et je suis tout à fait d'accord. J'aimerais que les liens transatlantiques soient préservés. Mais les Européens entretiennent une relation très étrange avec les Américains. Ils sont soit, vous savez, hostiles envers les Américains, soit ils ne peuvent pas attendre de se soumettre aussi vite que possible. Et on observe la même chose avec Trump. On voit les dirigeants européens, ils détestent très ouvertement Trump. Mais ils sont aussi, vous savez, prêts à l'appeler papa et à faire tout ce qu'il exige. Dans ce pays, on compare parfois Trump à Hitler, ou on le qualifie de nouveau Hitler. Mais en même temps, ces mêmes politiciens sont impatients de sous-traiter notre politique étrangère en ouvrant des bases militaires américaines partout dans le pays. Il n'y a donc aucune cohérence. Et je me demande si l'OTAN fait partie de ce problème. S'il vaudrait mieux prendre un peu de distance et ne pas externaliser la sécurité de cette manière. Mais oui, c'était juste ma dernière question. Vous avez dit quelque chose à propos de l'OTAN qui n'existerait plus. Donc vous voyez l'OTAN comme un mort en sursis. Si c'est le cas, comment voyez-vous ou comment verriez-vous sa désintégration concrète? Je pense que c'est déjà le cas sous nos yeux. Je pense que ça s'effondre sous nos yeux. Je pense que le colonel McGregor, par exemple, a raison quand il dit que l'OTAN est moribonde. C'est fini. C'est terminé. Cela s'est effondré. Et ils ont deux choix, enfin sûrement plus de deux, mais deux choix distincts. Ils peuvent soit, comme nous l'avons dit en 1991 et 1992, Colin Powell à Varsovie, en fait, s'adressant aux anciens généraux du pacte de Varsovie, puis plus tard à Paris, si je me souviens bien, à Vienne et à Londres. Il a parlé aux généraux de l'OTAN. Et le message était, en substance, vous avez besoin d'une identité sécuritaire européenne. Nous commencerons avec une brigade, disons 3000 hommes, et cette brigade sera totalement indépendante de l'OTAN. Elle n'aura rien à voir avec l'OTAN, sauf que si jamais nous nous retrouvons en situation de crise et qu'il devient nécessaire à ce moment-là, nous pourrons échanger du matériel. Disons que vous avez besoin d'équipement parce qu'il s'agit d'une affaire interne européenne. Voilà, pensez aux Balkans, par exemple, où ils n'ont rien fait.
Et vous faites cela parce que c'est interne à vous et que cela vous aidera. Mais vous êtes séparés de l'OTAN. Vous n'êtes pas dans l'OTAN. Et ensuite, vous développez cette force comme vous le souhaitez, selon vos besoins. Et finalement, cela remplacera votre appartenance à l'OTAN et l'OTAN pourra se dissoudre autour de vous. Ou bien, nous pouvons garder l'OTAN comme une alliance politique, vous savez, le lien transatlantique et tout cela. Il existe toutes sortes de visions ésotériques de ce qui pourrait arriver. Et ça, c'est le développement positif. Le développement négatif, c'est qu'il retombe dans la rancœur. Pensez aux périodes européennes précédentes, où chacun convoitait ce que les autres possédaient, où tout le monde se battait en permanence et où il était impossible de franchir les frontières sans visa. Il fallait attendre 3 jours à la frontière pour obtenir son visa ou son laissez-passer. J'espère que ce n'est pas l'avenir. Mais cela pourrait l'être si tout le monde se brouille et que vous vous retrouvez avec un groupe de pays qui se chamaillent sans cesse. Oui, eh bien, je suppose que c'est effectivement l'aspect positif de la présence des États-Unis en Europe. Cet effet de pacification empêche enfin les Européens de s'engager dans une compétition aussi imprudente. Il suffit de voir à quelle vitesse ils ont perdu la tête dans cette guerre contre la Russie. Comment des choses qui étaient impensables il y a 3 ou 4 ans, comme parler ouvertement de frapper Moscou, ce genre de choses, sont désormais discutées. Oui, je pense que les gens surestiment la stabilité réelle de l'Europe. Et si les États-Unis partaient demain, on ne peut pas exclure que les Français, les Britanniques et les Allemands ne s'entendraient pas forcément tous. Je sais que les Polonais ne sont pas toujours satisfaits des Allemands. Et maintenant que les Allemands veulent devenir la première puissance militaire en Europe, je connais quelques pays qui ne trouveraient pas forcément cela rassurant. C'est vraiment pour cela que Powell, Baker et Bush, je pense, je n'étais pas au courant de beaucoup de conversations avec Bush, mais je l'étais avec Powell, Baker et certains autres. C'est pour cela qu'ils pensaient qu'il fallait avancer lentement et que les Européens devaient littéralement se développer eux-mêmes pour acquérir leur propre identité sécuritaire, tout en maintenant la cohésion de l'OTAN, si l'on veut, ainsi que le partage opérationnel, l'interopérabilité, etc. Et peut-être même, ce qui était une hérésie pour Bill Clinton, peut-être même reconstruire et rénover, dans la mesure nécessaire, leur propre industrie de défense, afin de ne pas dépendre autant des États-Unis pour les avions de chasse de première ligne, les chars et ce genre de choses, ce qu'ils ont d'ailleurs commencé à faire un peu. Mais malgré tout, les États-Unis réaffirmaient dans une certaine mesure leur hégémonie économique en rendant ces pays dépendants de choses comme le F-35 et en veillant à ce que ces programmes restent en place. Et bien sûr, Clinton a relancé cela avec une vigueur redoublée. Lockheed Martin salivait littéralement lors de cette réunion à l'idée de tous ces nouveaux pays à qui vendre des armes, car dans de nombreux cas, la chaîne de production de ce système était en train de fermer ou de passer à une production à faible cadence, ce qui est très coûteux. Et le département de la Défense n'aime pas non plus cela, car les produits deviennent très chers, au lieu de rester en pleine production, faute de clients. Eh bien, tous ces nouveaux pays représentaient de nouveaux clients potentiels. Et c'est encore une autre chose. Vous êtes devenus tellement dépendants de cela. Et Trump s'en sert maintenant. Il s'en sert en ce moment. Les Européens vont tout faire. Nous allons leur donner et ils vont... Eh bien, c'est insensé. Il faut avoir sa propre industrie dans une certaine mesure. On peut dépendre de ceci ou de cela de temps en temps, comme il nous arrive aussi de dépendre de vous pour certaines choses. Et c'est très bien. Cela favorise l'interopérabilité. Cela engendre l'interdépendance, et ainsi de suite. Mais fondamentalement, il faut pouvoir se tenir debout par soi-même si nécessaire, et ne pas être aussi soumis à l'Empire.
Mais il ne semble pas y avoir, dans la direction actuelle, beaucoup de volonté d'aller dans ce sens. Eh bien, lorsque la seconde administration Trump a commencé, les Européens affirmaient tous que cette fois-ci, ils allaient vraiment se défendre et ne pas se laisser intimider. Et pourtant, nous avons assisté à une soumission portée à un tout autre niveau, où toute dignité a simplement été jetée par la fenêtre. Nous avons déjà un peu dépassé le temps imparti, donc je tiens à vous remercier comme toujours d'être venu dans l'émission. Merci de m'avoir invité.